Dans cette vidéo, on va parler de la sélection du houblon dans la bière. Comment choisir la meilleure option, à quel moment les ajouter et surtout en quelle quantité pour en tirer le meilleur parti. Bonjour à tous, je suis Alice de Mottler et durant mes 8 années de brassage en amateur, j'ai expérimenté pas mal de recettes avec plus ou moins de succès. Tous les conseils que je vais vous donner ici sont donc basés sur mon expérience et sur le résultat de mes recherches en la matière. Cette vidéo va se baser en 3 parties. La première, ça va être sur le houblon en général, la deuxième sur les différents types d'ajouts qu'on va avoir pour le houblon et enfin sur moi concrètement comment je vais sélectionner là ou les variétés de houblon que je vais ajouter dans ma bière. On aura ensuite une partie bonus où je parlerai un peu plus des combinaisons de houblon et des substituts de ceux-ci si on ne trouve pas la variété qu'on cherche. Donc dès que vous êtes prêts, c'est parti, on commence tout de suite par le début. Qu'est-ce que c'est le houblon? Le houblon, c'est l'un des 4 ingrédients qui composent une bière. On a l'eau, le malt, la levure et donc ce fameux houblon. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une plante qui va faire partie de la famille du cannabis et ce qui va particulièrement nous intéresser en tant que brasseur, ce sont ces fleurs qu'on appelle aussi des cônes et ce qui est renfermé dans les cônes, c'est une substance un peu résineuse, un peu jaune qui s'appelle la lupuline. La lupuline, elle va comporter principalement des huiles essentielles qui vont nous aider dans la bière à donner des saveurs et des arômes. Et elle va aussi comporter des acides alpha qui vont nous donner l'amertume de la bière et qui vont aussi nous aider à équilibrer une recette en général. Le houblon va aussi nous aider à conserver la bière plus longtemps puisqu'il a des propriétés antiseptiques, c'est d'ailleurs le premier usage qu'on en a fait dans la bière historiquement. Il y a une infinité de variétés de houblon qu'on peut utiliser, on va principalement les diviser en 2 catégories. La première catégorie, ça va être les houblons amérisants, donc comme leur nom l'indique, ils vont être utilisés principalement pour ajouter de l'amertume dans la bière, et on a de l'autre côté les houblons aromatiques, donc ceux-là, pareil comme leur nom l'indique, ils vont principalement ajouter des notes aromatiques à travers les huiles essentielles qu'ils vont pouvoir apporter dans la bière. De l'autre côté, pour le houblon amérisant, ça va être à travers leurs acides alpha. Entre les deux, on a une sous-catégorie, on va dire, ça va être les houblons à double usage, donc ça va être des houblons qui vont pouvoir autant apporter une certaine amertume que certaines notes aromatiques. Ensuite, on peut aussi retrouver des classifications par rapport, par exemple, à l'origine du houblon. Il faut voir un peu le houblon comme le raisin pour le vin, c'est-à-dire que selon la région dans laquelle il a été cultivé, il va avoir un certain terroir et les houblons d'une même région on va souvent retrouver à l'intérieur certaines caractéristiques communes. Pour illustrer ça, je peux parler du houblon cascade, qui est un houblon qui est cultivé dans le monde entier, et un cascade américain par exemple va être très différent d'un cascade français qui va être lui très différent d'un cascade néo-zélandais. Après on a aussi différentes appellations, par exemple on a les houblons du Nouveau Monde qui vont souvent inclure les houblons néo-zélandais et les houblons australiens, et en général ils sont couplés avec les houblons américains. On peut aussi avoir une classification avec des houblons nobles, et là donc selon la source on va retrouver 4 principales variétés, 3 allemandes, donc c'est le Alerto, le Spalt et le Tettnanger, et un qui vient de République tchèque qui est le Sass, et ces 4 variétés, elles vont avoir pour caractéristique, bon déjà c'est des houblons qui étaient utilisés traditionnellement il y a des siècles, et ils vont avoir un taux d'acide alpha très faible. Donc il y a certainement d'autres catégories, là je vous dis vraiment les grandes lignes, les principales, et maintenant on va parler de sous quelle forme on va utiliser ce houblon. Donc la première forme, ça va être sous forme de cône, donc le cône qu'on viendra juste de récolter. Donc c'est assez particulier d'utiliser le houblon sous cette forme parce que comme on vient juste de le récolter, c'est vraiment, la récolte c'est une seule fois par an du houblon, c'est en septembre, mi-septembre en général, et donc on a une fourchette de temps très courte, on parle d'heures, de jours grand max, mais même d'heures des fois, pour pouvoir utiliser ce houblon sous cette forme, parce que cette plante a la particularité de perdre très rapidement ses propriétés une fois récoltée. Si vous n'avez pas l'occasion de brasser avec des cônes frais, mais que vous voulez goûter au moins ce que ça donne, faut que vous vous tourniez vers les bières de récolte. Quand on lit bière de récolte, ça fait référence à ça, c'est des houblons, c'est des bières qui ont été brassées avec du houblon frais. La deuxième forme, c'est toujours la forme de fleur. Là, la différence avec la première forme où c'est le houblon frais, la fleur aura été séchée justement pour tenter de préserver au mieux
toutes les huiles essentielles et tous les acides alpha qui pourront apporter à la bière. Donc ça peut être intéressant à utiliser. Moi personnellement, j'ai déjà testé plus pour dire de le tester, quoi, parce que je trouvais ça intéressant d'utiliser une autre forme que le pelé qu'on va voir juste après. J'ai trouvé quand même quelques petits inconvénients d'utiliser comme ça, c'est que ça prend de la place hein, pour conserver, c'est vrai que vous avez les fleurs, c'est vraiment, ça prend beaucoup de place, et qui dit beaucoup de place, beaucoup de surface, ça va aussi, si vous voulez par exemple en mettre dans votre fermenteur, ça va boire quand même pas mal de liquide, donc vous allez perdre pas mal de liquide en utilisant ça. Par contre, l'avantage, c'est que ça va aider au niveau de la filtration, donc voilà, il y a un avantage inconvénient, il faut faire le poids entre les deux. Moi, je pense que c'est surtout intéressant à utiliser si vous cultivez vous-même votre houblon. Bon bah voilà, on n'a pas forcément tous chez nous une machine pour pouvoir transformer nos houblons en pelés. Donc bon, dans ce cas-là, effectivement, ça peut être intéressant d'utiliser sous forme sèche. Ce qui nous amène à la troisième forme, qui est la forme la plus courante, c'est le houblon en pelé, donc sous forme de granulé. On a deux formats, on va dire. On a le pelé T90 et le pelé T45. Donc je me suis demandé d'ailleurs pourquoi on appelait ça T90, T45. J'ai trouvé la réponse sur le site de Hop France qui explique pourquoi. C'est-à-dire que le T90, il est appelé comme ça parce que dans le processus de transformation, on a perdu 10% du volume, donc d'où le T90. Et pour le T45, on va avoir la lupuline qui va être beaucoup plus concentrée et on va aussi retirer un peu de matière végétale, ce qui fait qu'on aura un houblon, un pelé plus concentré. Donc de là, on a encore l'explication sur le site de Hop France, c'est que là, ils partent de 2 kg pour aussi arriver aux 900 grammes finaux, on va dire, de pelé. Donc c'est vraiment, on sent que c'est plus concentré justement. Dans les deux cas, on va avoir des avantages et des inconvénients. Déjà, vraiment le plus courant qu'on va trouver partout, où on ne mentionne même plus la notion T90 souvent, c'est donc justement le T90, donc c'est le plus courant, on va le retrouver dans toutes les boutiques de brassage. Donc l'avantage avec ça, c'est que comme c'est le plus courant, c'est que toutes les variétés pratiquement de houblon qu'on va rechercher, on va le retrouver sous cette forme, donc ça c'est intéressant. Le T45, bon, du coup on a moins de variétés qui sont disponibles sous cette forme, mais comme c'est plus concentré, ça va nous permettre de devoir utiliser moins de quantité, moins de matière pour arriver à une même intensité que si on avait utilisé le T90. Donc ça peut être intéressant. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure que le cône sec, mais avant d'être transformé en pelé, ça buvait beaucoup de liquide. Bon là, entre le T90 et le T45, si on va rajouter, pour avoir une même intensité, moins de T45 que de T90, on va avoir moins de liquide perdu aussi si on utilise un T45. Ce processus pour avoir plus de lupuline concentrée et moins de matière végétale, c'est fait par d'autres fournisseurs aussi. On a par exemple le Cryo qui est fait par Yakima Chief et le Lupomax qui est fait par Barthas. Alors je suis pas sûre qu'ils fassent exactement le même procédé tel quel pour arriver au résultat du T45 ou du Cryo ou du Lupomax, mais bon, c'est toujours à peu près la même idée. Ça donne des pelés plus concentrés au niveau des arômes et des saveurs. Il existe d'autres formes sous lesquelles on va retrouver le houblon, principalement des extraits de houblon. Pour ce sujet-là, je pense j'aimerais bien faire une vidéo vraiment entière juste pour ça, donc là je vais pas trop m'attarder sur le sujet, mais sachez que voilà, on peut utiliser les houblons aussi sous forme d'extrait. Donc maintenant on va passer à la deuxième partie de notre vidéo qui sont les 7 techniques d'ajout du houblon dans notre bière. Pourquoi c'est important de bien choisir son moment d'ajout du houblon dans notre bière? C'est parce que on peut avoir une variété amérisante, si on l'ajoute en amérisant, on va pas du tout avoir le même résultat que si on l'ajoute dans notre fermenteur. Donc chaque moment d'ajout va influencer énormément sur le résultat final de notre bière. Le premier type d'ajout, ça va être le mash hopping. Alors qu'est-ce que c'est le mash hopping concrètement? C'est rajouter nos houblons directement en contact avec notre malt pendant l'empâtage. Pourquoi faire ça? C'est vrai que sur le coup on peut se dire que c'est un peu contre-productif, mais en fait rajouter les houblons à ce moment-là, ça va permettre
à certaines enzymes du malt de libérer certains précurseurs d'huile essentielle du houblon qui vont se retrouver dans le fermenteur au final à la fin du brassin et qui vont pouvoir être libérés par certaines enzymes des levures et ça va nous donner du coup ça peut nous donner deux choses, soit des nouveaux arômes, soit des arômes déjà présents, mais plus intenses. On en parle pas mal de cette technique depuis plusieurs années, notamment avec toute l'histoire des thiols, des précurseurs de thiols, etc. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui se trouve juste ici. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que au final, c'est pas du tout une technique qui vient juste d'être inventée. Au contraire, au départ, elle était plutôt utilisée de façon traditionnelle pour tout ce qui est pils, lager, etc. Et c'était plutôt utilisé pour... c'était vu comme le fait d'ajouter une nouvelle couche de saveur dans notre bière. Alors pour cette technique, tous les houblons ne vont pas se valoir. Il y a certaines variétés qui sont plus recommandées que d'autres. Notamment, on a par exemple le Cascade, on a le houblon Perle, le houblon Sass, et moi personnellement j'ai testé cette technique une seule fois et je l'avais testé avec le houblon Alora qui est présenté comme un houblon très chargé en précurseur, donc je trouvais que c'était intéressant de l'utiliser pour tester cette technique. Pareil, si vous voulez voir la vidéo de cette recette, n'hésitez pas à aller la voir juste ici. Et au niveau des quantités, on a une fourchette, de toute façon là vous allez voir tout au long de cette vidéo, les quantités c'est toujours des fourchettes plus ou moins larges. Ici pour le mash hopping, on est entre 2 et 8 grammes par litre, et moi personnellement pour la recette là pour mon test, j'avais ajouté mon houblon à hauteur de 4 grammes par litre. Donc on va passer au deuxième ajout qu'on peut faire dans notre brassin et ça va concerner l'amertume. Donc il faut savoir que quel que soit le moment où on va rajouter notre houblon, tout au long de notre brassin, on va rajouter de l'amertume à une intensité plus ou moins élevée. Donc, mais si votre objectif c'est vraiment de rajouter concrètement de l'amertume dans votre bière, vous allez ajouter votre houblon en début d'ébullition à 60 minutes. Pourquoi ? Parce que l'ébullition va isomériser les acides alpha de notre houblon et c'est ce qui va donner l'amertume dans notre bière. Comment on va mesurer l'amertume ? Donc concrètement, on va utiliser l'IBU, donc l'IBU c'est le International Bitterness Unit. Ce nombre il va être influencé par différents facteurs. On va avoir la forme, sous quelle forme on va ajouter le houblon, que ce soit en pelé ou en cône. Ça va dépendre aussi du moment de l'ajout de notre houblon, de la quantité de houblon ajouté et de son taux d'acide alpha. Pourquoi ajouter de l'amertume dans notre bière ? Je pense qu'il y a deux raisons principales. Donc soit ça va être pour clairement avoir une bière amère, donc ça va être par exemple le cas pour, dans un cas extrême on va dire, pour une West Coast IPA où là vraiment on cherche une amertume qui tabasse quoi, ou alors on va avoir on va dire le contraire de cet exemple, un contre-exemple, ça va être par exemple dans un Imperial Stout, où là on va chercher aussi à avoir un IBU assez élevé, mais l'amertume ici ça va pas être vraiment pour la sentir telle qu'elle, mais ça va être plutôt pour équilibrer notre bière. Sans cette amertume, on risquerait d'avoir une bière vraiment sucrée, trop sucrée, voire même écœurante. Donc ça va vraiment permettre d'apporter de l'harmonie dans notre bière. Cet équilibre et cette harmonie dans notre bière, on va pouvoir le mesurer avec un autre outil qui s'appelle le ratio BU-GU, donc BU pour Bitterness Unit, donc on est encore sur cette idée d'IBU, et le GU, ça détermine la densité initiale. Comment on va utiliser concrètement cet outil ? Donc ici je vais prendre l'exemple d'une IPA. Dans le guide BJCP, j'en parlerai un petit peu plus tard en détail du guide BJCP, mais on voit ici que les fourchettes de densité initiale, la fourchette haute, on va aller jusqu'à 1,070 et au niveau des IBU, on va aller aussi jusqu'à 70 IBU. Si on réfère ces données dans ce graphique, on voit clairement que c'est un style qui a un profil très houblonné et concrètement c'est ce qu'on cherche dans une double IPA. Donc voilà, je pense que cet outil est vraiment super intéressant pour nous aider à trouver l'équilibre qu'on veut dans notre bière, si on veut un équilibre un petit peu plus orienté vers le malt, vers le houblon, et on va s'aider de ce graphique en partant de la densité initiale. Donc avec ce graphique, notre objectif, ça va être vraiment ça va être de rentrer la densité initiale de la bière qu'on veut faire, déterminer si on veut que ce soit un profil plus orienté vers le malt, plus vraiment centré, ou plus orienté vers le houblon, et on redescend dans le graphique, et ça va nous donner notre
objectif d'IBU qu'on va pouvoir après utiliser pour calculer la quantité de houblon qu'on va vouloir utiliser dans notre recette. Quel houblon on va rajouter à cette étape de début d'ébullition? Donc encore une fois, comme on est clairement sur un ajout pour l'amertume, on va utiliser des houblons principalement amérisant. Il faut pas croire qu'un houblon amérisant va être exactement pareil qu'un autre houblon amérisant. Ils vont avoir chacun leur propre amertume. Par exemple, le houblon Magnum, il va donner une amertume très neutre, très propre. Et à côté de ça, par exemple, on a le houblon Chinook qui, lui, va donner une amertume un peu résineuse, un peu plus franche. Après, on peut très bien aussi se tourner vers des houblons à double usage, mais là, si vous voulez faire ça, je vais vous donner une petite règle que moi je suis, qui a été déterminée comme étant un mythe, mais quand j'ai appris cette règle, moi je savais pas que c'était considéré comme un mythe, et je m'applique à la suivre encore aujourd'hui, et puis j'ai très bons résultats avec, donc je continue à la suivre. Mais c'est quoi cette règle? C'est le taux de cohumulone. Donc la cohumulone, c'est un des acides alpha, donc qui va influencer l'amertume de notre bière. Et on dit que le taux de cohumulone, il faut pas qu'il dépasse 30-35 à peu près, 30-35% d'un houblon, parce que sinon on risque d'avoir une amertume trop astringente, désagréable, etc. Donc moi je suis cette règle depuis que j'ai lu il y a très longtemps cette règle, mais apparemment ça serait un mythe, en tout cas c'est ce qui est indiqué dans le livre de Scotch Janish The New IPA, donc un livre que je vous recommande amplement si vous êtes intéressé par le thème du houblon. Il indique que cette info, elle est tirée d'une étude qui a été menée en 1972 et qui a déterminé donc ça, qui disait que, enfin tout ce que je viens de dire là sur la cohumulone, mais qu'en fait ça serait un mythe parce que c'était pas basé sur des faits scientifiques. Du coup, vous suivez pas, c'est comme vous voulez. Moi, je vous dis, je suis cette règle depuis un moment et j'ai jamais eu de problème. Après, ça veut pas dire pour ça que c'est vrai, que c'est pas vrai. Vous en faites ce que vous voulez de cette info. On va avoir un autre type d'ajout pour travailler l'amertume, ça va être le first wort hopping. Alors, il va se faire cet ajout avant l'ajout là que je viens de vous dire, l'ajout principal pour travailler l'amertume, mais comme c'est un ajout un peu moins courant, j'ai préféré en parler après. Donc qu'est-ce que c'est concrètement le first wort hopping? Ça va être de rajouter notre houblon juste après l'empâtage, donc pendant le moment du rinçage. Donc on retire les grains et on rince, et à ce moment-là on rajoute nos houblons. Donc pourquoi on rajoute nos houblons à ce moment-là? C'est parce que le pH à ce moment-là, avant l'ébullition, il va être plus élevé que le pH qu'on aura à l'ébullition, et ça permettrait de arrondir et de rendre plus harmonieux l'amertume qu'on ajouterait à ce moment-là. C'est un type d'ajout qui est donc moins courant, comme je vous le disais. Quand j'ai préparé cette vidéo, j'ai fait plus de recherches sur ce type d'ajout et je suis tombée sur le site d'Univers Bière, et par exemple Fabien il indique qu'il l'utilise pratiquement dans toutes ses recettes. Donc voilà, à vous de tester, d'en tirer vos propres conclusions, mais en tout cas c'est un ajout qui peut se faire. Donc on va revenir à notre ébullition, et maintenant on va parler de l'ajout suivant qu'on peut faire, qui va être l'ajout pour travailler les saveurs de notre bière. Donc en général on a une fourchette entre 30 minutes et jusqu'à 15 minutes avant la fin de l'ébullition pour faire ce type d'ajout. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, le houblon donne une amertume plus modérée et on va commencer à pouvoir préserver un peu mieux en tout cas qu'au début, les huiles essentielles de notre houblon. Ce type d'ajout est-il obligatoire ou pas dans notre brassin? Ça va dépendre du style de bière qu'on va brasser. Pour ça, je vous invite vraiment à vous référer au guide BJCP. Donc là, je vais vous en parler un petit peu plus en détail du guide BJCP. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le Beer Judge Certification Program, et ça va répertorier pratiquement la totalité des styles de bière qui existent. Ça les répertorie et ça va surtout les décrire. Donc on a une description assez poussée au niveau de tout, des arômes, des saveurs, de la texture de la bière, de la mousse, de la couleur, etc. Et donc ça va, en tout cas moi personnellement, ça m'aide vraiment beaucoup à créer mes recettes de bière et à savoir quand, là, dans ce cas-ci, quand ajouter et comment ajouter mes houblons dans ma bière.
Petite parenthèse là-dedans, je vais donner beaucoup d'exemples du guide BJCP pour nous guider. Mais je sais qu'il y en a qui aiment pas trop suivre ce guide, il y en a qui le suivent absolument. Moi, je vois vraiment ce guide, comme son nom l'indique, comme un guide. Et je pense qu'il faut vraiment le suivre au pied de la lettre, uniquement si on va faire des concours de bière. Mais sinon, voilà, moi je le vois vraiment comme un guide. Vous prenez pour argent comptant ce qui est écrit dedans ou pas, ça c'est comme vous voulez. Pour revenir à mon ajout de saveur, ce qui va être intéressant dans ce guide BJCP, c'est que il y a même des styles où on dit clairement que on n'ajoute pas de houblon à ce moment-là. Ça va être notamment l'exemple pour la Weissenbock, où il est clairement écrit no hops, donc on n'ajoute pas de houblon en ajout de saveur. Je vais vous donner un autre exemple avec la Scottish Light, où là on indique des notes légères de fruits à pépins et un léger arôme de houblon anglais sont autorisés. Donc là, ça va être au choix, en fait, vous en ajoutez ou pas, c'est pas obligatoire. Et après, un exemple un petit peu dans l'opposé, où on est sur l'American IPA, où là, on indique des saveurs de houblon moyennes à très élevées. Donc là, clairement, il faudra en rajouter à ce moment-là, mais c'est à vous, là, de choisir l'intensité, soit moyenne jusqu'à très élevée. Quelle variété de houblon, concrètement, on va choisir pour ce type d'ajout? Donc je pense qu'on va clairement piocher dans les houblons aromatiques ou à double usage. Et pour savoir concrètement quel houblon, on va encore se référer au guide BJCP, parce que en plus de savoir si on doit ajouter un houblon à cette étape et à quelle quantité, on va aussi avoir des références sur le type de notes qu'on va rechercher selon tel ou tel style. Donc là, j'ai d'autres exemples à vous donner. Par exemple, pour la saison, on cherche des Continental Hops, donc des houblons européens. Donc ça déjà, ça nous élimine beaucoup de possibilités et ça nous aide à nous focaliser sur le type de houblon qu'on recherche principalement. Et ça va être pareil pour les IPA, où là on va être, donc pas sur toutes les IPA, mais en général on est sur des houblons soit américains, soit du New World, donc des houblons du Nouveau Monde. Au niveau de la quantité, ça va beaucoup dépendre du style. Alors pour les quantités, je me suis aidée du livre de John Palmer, How to Brew. Donc si vous commencez le brassage, je vous invite vraiment à vous y intéresser. C'est une mine d'or d'informations et ça aide vraiment bien à avoir les bonnes bases pour commencer. Et dans toutes les informations qu'il donne, il donne des fourchettes de quantité de houblon pour chaque type d'ajout. Pour l'ajout en saveur, il est entre 7 et 15 grammes par variété. Il faut savoir aussi que ça peut être intéressant de combiner différentes variétés à cette étape-là et aussi aux étapes suivantes d'ailleurs, pour pouvoir rajouter plus de complexité ou une plus grande palette de notes dans notre bière. Bon, et là, petit aparté, je vais plus le préciser après, mais toutes les quantités que je vais donner ici, ça va être pour une bière de 19-20 litres au final. Ces quantités, ça va quand même être des fourchettes très générales, c'est-à-dire que là, je vais vous donner des exemples, par exemple, d'ajouts que moi j'ai fait personnellement dans mes propres recettes. Donc, je parlais tout à l'heure de saison. Alors, par exemple, moi j'ai fait une saison à l'épeautre où j'avais fait un seul ajout du houblon Mistral à 15 minutes, donc on est encore dans la fourchette des saveurs, et j'avais rajouté 15 grammes. J'ai aussi une autre recette où j'ai fait une best bitter, donc un style anglais. Là, j'avais rajouté 30 grammes du houblon Ernest à 20 minutes. Et un autre exemple où j'avais fait une rye IPA où là j'avais rajouté 40 grammes de Simcoe à 15 minutes. Voilà, donc c'est vraiment des fourchettes générales, c'est vous qui voyez après si vous voulez expérimenter et puis dépasser un petit peu ces fourchettes. Donc à partir du moment où on a fini, où on a passé l'étape de l'ajout en saveur, tout le reste, ça va principalement concerner les ajouts aromatiques, et là je vois trois principaux moment pour ajouter des houblons aromatiques. Donc déjà, le premier ajout en aromatique, ça va être à partir de cette fin de saveur, donc à partir de 15 minutes avant la fin de l'ébullition jusqu'à la toute fin de l'ébullition et même le moment où on va éteindre la source de chaleur. Ça, donc ce moment-là précis, ça a un nom particulier, ça s'appelle le flame out. Donc je vais considérer que toute cette fourchette, ça va être ma première fenêtre d'ajout pour ajouter mes houblons aromatiques. Pourquoi ajouter des houblons aromatiques à ce moment-là? C'est-à-dire que là, on va mieux préserver les huiles essentielles que
en début d'ébullition, où clairement là on les perd complètement, là voilà, on va mieux les préserver et ça va nous permettre de rajouter une première couche d'arôme à notre bière. Est-ce qu'il faut faire cet ajout ou pas? Ça va encore une fois dépendre de notre style de bière. Là je vous ai repris les exemples de tout à l'heure, donc par exemple dans notre guide BJCP, au niveau de la Weissenbock, on est toujours sur 0 houblon à ce moment-là, donc voilà, on met vraiment pas de houblon. La Scottish Light, on est sur exactement les mêmes données que tout à l'heure, donc des notes légères de fruits à pépins et un léger arôme de houblon anglais. Et pour l'American IPA, là on est sur des arômes de houblon proéminents à intenses. Vers quel houblon on va se tourner pour faire ce type d'ajout? Donc principalement, encore une fois, ça va être les houblons aromatiques et à double usage. Là je crois que je vais plus le préciser jusqu'à la fin de cette vidéo parce que là on va être tout le temps sur ces catégories-là. Mais encore une fois, on va se tourner vers le guide BJCP pour y voir un peu plus clair et pour voir un peu plus vers quel houblon en particulier on va se tourner. J'ai repris mes petits exemples, donc par exemple avec la saison, on va être sur des houblons, là il est indiqué les houblons sont faibles à modérés et ont un caractère continental, donc encore une fois continental c'est plutôt des houblons européens et on va avoir des notes plutôt épicées, florales, terreux ou terreux du coup ou fruités. Et mon autre exemple c'est avec l'American IPA où là on est sur des notes citriques, florales, de pin, des notes résineuses, épicées, de fruits tropicaux, de fruits à noyaux, de baies ou de melon. Alors je viens vraiment mettre l'accent sur le ou, c'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver toutes ces notes dans notre bière, mais plutôt, alors une seule, mais en général on va plutôt combiner plusieurs pour pouvoir faire une bière, on va dire, harmonieuse. De toute façon vous allez voir aussi, l'harmonie pour moi c'est vraiment le maître mot pour faire une recette de bière. Au niveau des quantités, pareil, ça va dépendre beaucoup du style qu'on va brasser et de nos objectifs. Donc là John Palmer aussi il nous donne une fourchette qui va être entre 30 et 60 grammes au total. Là c'est plus par variété, c'est au total pour cet ajout-là en fin d'ébullition, on va dire. Et encore une fois, c'est pour 20 litres. Hein. Je vous dis que je le préciserai plus après, mais voilà, on est encore sur une quantité de 20 litres. Et là, je vais vous redonner les mêmes exemples que tout à l'heure de mes recettes à moi. Donc par exemple, pour ma saison à l'épeautre, j'avais rajouté 15 grammes d'aramis et 15 grammes de mistral à 1 minute. Pour la base bitter, j'avais rajouté 40 grammes de Ernest en flame out, donc quand je coupe la source de chaleur juste à la fin de l'ébullition. Et pour la Rye IPA, j'avais rajouté 70 grammes de Simcoe à 1 minute. Donc on voit bien la différence selon le type de recette, le type de style, et aussi selon mon envie d'avoir une intensité plus ou moins élevée de houblon. Le deuxième type d'ajout en aromatique, pour moi, ça va être le moment du refroidissement. Donc pourquoi rajouter des houblons à ce moment-là? C'est que, encore une fois, on a une source de chaleur qui est de moins en moins intense, et donc ça va nous permettre de plus en plus de préserver au mieux nos huiles essentielles qui vont se retrouver ensuite en arôme dans notre bière. Donc là on est sur une fourchette entre 80 et 60 degrés. Pourquoi? Parce que en dessous de 80 degrés, c'est à partir de ce moment-là que on va plus du tout avoir d'isomérisation de nos acides alpha, donc on va pouvoir pleinement se concentrer à nos huiles essentielles. Ce type d'ajout, ça va porter deux noms principalement, ça va s'appeler soit le hop stand, soit le whirlpool hopping. Je précise hopping parce que j'ai eu un commentaire dans ma vidéo précédente où je le précisais pas, et c'est vrai que sinon on pourrait peut-être confondre avec la technique du whirlpool qui est complètement différente. Donc voilà, donc hop stand ou whirlpool hopping. Et concrètement, comment on fait cet ajout? On finit notre ébullition, on coupe notre source de chaleur, on commence à faire notre refroidissement, et selon notre objectif, disons qu'on veut faire un hop stand à 70 degrés, on va baisser notre température jusqu'à 70 degrés. J'arrive à 70 degrés, je rajoute mes houblons et je rallume ma source de chaleur pour tenter de maintenir cette température au mieux pendant tout le temps du hop stand. En général, au niveau du temps, on est entre 10-15 minutes jusqu'à 30 minutes. Donc comme je vous disais, ça va permettre de rajouter une autre couche au niveau des arômes, et on peut même rajouter on peut faire différents whirlpool hopping. Donc par exemple, je sais pas, faire un ajout à 80 degrés et puis un autre ajout à 70, ça peut aussi être intéressant, toujours pour ajouter plus de complexité à notre bière. Ce type d'ajout, il va quand même être principalement utilisé pour travailler des IPA, et d'ailleurs
pour la Neipa, qui est un style quand même assez particulier, en général, pas tout le temps, mais en général, c'est même le premier ajout de houblon qu'on va faire de toute notre recette. Ça va être pendant le refroidissement. Quel type de houblon? On est toujours sur des houblons aromatiques ou à double usage. Et là, comme exemple, donc je reprends mon American IPA. Donc on recherche toujours des notes d'agrumes, des notes florales, de pain, de résine, d'épices, etc. Mais je trouvais ça intéressant de vous montrer aussi un exemple avec un autre type d'IPA qui est la Belgian IPA, où là on va rechercher des arômes de houblon un peu différents. On est sur, je vous lis telle quelle la description, l'arôme de houblon épicé, herbeux ou floral est faible à moyen. Donc c'est aussi une IPA, mais il faut savoir que même dans le monde des IPA, entre l'une et l'autre, on a quand même pas mal de différences. Pour les quantités, alors la fourchette de John Palmer ici, elle inclut le premier ajout en aromatique, donc qui était à la fin de l'ébullition, et tout ce qu'on aurait pu rajouter pendant le refroidissement. Et là, sa fourchette, elle est de entre 7 grammes et 120 grammes, toujours pour 20 litres. Là, je vais vous donner des exemples où moi j'ai fait des ajouts pendant le refroidissement. Donc le premier exemple, je vous citais tout à l'heure, je vous disais que pour une Neipa, ça va être le tout premier ajout qu'on va faire en général. Donc j'ai un exemple là-dessus, j'avais fait une Session Gvike Neipa, avec un houblon incroyable qui s'appelle le houblon Eclipse. Si vous voulez aller voir la vidéo, elle est juste ici. J'avais rajouté 70 grammes pendant 20 minutes à 80 degrés. Les bières Session, c'est des bières qui vont être plus faibles en alcool. Là, de mémoire, on était à 3,8% d'alcool. Ça aussi, ça va influencer sur la quantité de houblon qu'on va devoir rajouter. Donc il y avait ce facteur-là pour cette bière, mais il y avait aussi le fait que le houblon Eclipse, il a 18% d'acide alpha, donc il était quand même bien costaud niveau arôme. C'est pour ça qu'au final, j'en ai pas rajouté non plus énormément à ce moment-là. Et un autre exemple, c'est la double French Brut IPA d'ailleurs qu'on a créé tous ensemble en live cette recette. Et là, j'avais rajouté 132 grammes entre les 3 différents houblons que j'avais rajoutés. Donc il faut savoir que c'était des houblons français. Et là, c'était encore 20 minutes, mais cette fois-ci à 75 degrés. Bon, le dernier type d'ajout qu'on va pouvoir faire dans tout notre brassin, et c'est aussi le dernier type d'ajout pour fermer ce chapitre houblon aromatique, ça va être le dry hop et le double dry hop. Qu'est-ce que c'est le dry hop? Concrètement, c'est de rajouter directement nos houblons dans notre fermenteur, et en général, on va les rajouter 3-4 jours avant la mise en bouteille ou la mise en fût. Pourquoi faire un dry hop? Donc ça va permettre de préserver encore mieux nos huiles essentielles et aussi de rajouter une nouvelle couche d'arômes. Ça va aussi donner des arômes de houblon plus intenses et aussi on peut avoir une sensation d'arôme de houblon frais. Alors dans quel style on va retrouver ce type d'ajout? Donc principalement pour les IPA, Neipa, mais après si vous voulez rajouter un twist à un autre style de bière, selon le style, ça peut se faire, c'est vraiment selon vos préférences et vos goûts. Donc ça, c'était le dry hop. Maintenant, je vais vous parler du double dry hop. Donc si on fait un double dry hop ou DDH, on va faire un premier ajout de houblon pendant la phase active de la fermentation. Concrètement, on va rajouter nos houblons juste au moment où la phase de fermentation active commence un tout petit peu à décliner. Pourquoi? Parce que pendant la fermentation active, au point culminant, on va dire, il y a beaucoup de CO2 qui sort de notre fermenteur et pendant qu'il sort, il embarque les huiles essentielles qu'on aurait éventuellement introduit avec nos houblons. C'est pour ça que on attend un tout petit peu, que cette activité baisse un tout petit peu pour pouvoir rajouter nos houblons et profiter de la biotransformation de la levure. Donc qu'est-ce que c'est la biotransformation des houblons, pardon? La biotransformation des houblons, c'est l'interaction de la levure avec certains composés du houblon qui vont permettre de libérer certaines huiles essentielles. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet, je vous invite à aller la voir juste ici, parce que là je vais pas rentrer trop en détail parce que ça va être vraiment sinon très très long. Mais voilà, sachez que si le sujet vous intéresse, j'ai cette vidéo qui est juste ici. Quel type de houblon on va rajouter? Donc encore une fois, des houblons aromatiques ou à double usage. Et là-dessus, je trouvais que John Palmer indiquait quelque chose de très intéressant, c'est que il invitait à choisir plutôt des houblons avec un taux d'acide alpha assez élevé parce que en général ces houblons là ils vont avoir une quantité d'huile essentielle aussi plus élevée.
Donc du coup ça fait une pierre deux coups et puis ça permet de peut-être pouvoir réduire un petit peu la quantité de houblon qu'on va devoir ajouter pour avoir une même intensité. Donc encore une fois, John Palmer nous donne une fourchette pour ce type d'ajout. Là c'est vrai que c'est pas précisé si c'est pour un ou double dry hop, donc en général on va dire, on est sur entre 7 et 15 grammes, là c'est par litre, donc entre 7 et 15 grammes par litre. Moi personnellement pour ma session Neipa, pour revenir à mon exemple de tout à l'heure, j'avais fait un ajout, donc toujours avec ce houblon Eclipse, j'avais mis 6 grammes par litre, et pour ma double French Brut IPA, j'étais entre 10 et 11 grammes par litre, sachant qu'encore une fois, c'est une combinaison de 3 houblons français. Et donc oui, alors c'est vrai qu'il faut quand même faire attention à la quantité qu'on va rajouter dans notre dry hop, parce que déjà, comme je le disais tout à l'heure, quand je vous parlais de la différence entre les T90 et les T45, plus on rajoute de quantité de houblon et plus on va avoir de la bière qui va rester dedans. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à ce niveau-là, on va perdre plus de liquide. Et il y avait aussi le côté du hop burn, donc je rappelle ici, il faut y faire attention aussi. Et il y a aussi, et il y a aussi un côté un peu contre-productif au bout d'un moment, c'est-à-dire que il arrive un stade où vous pouvez rajouter toujours plus de houblon et on va pas plus les sentir. Il y a un moment où on sent plus la différence, donc il faut vraiment pas trop en mettre non plus, quoi. Faut bien doser, je pense, la quantité de houblon qu'on va rajouter. Et avec ce dernier type d'ajout, on finit cette deuxième partie. Maintenant, on va passer à la troisième partie, qui est, moi concrètement, comment je sélectionne mes houblons pour mes recettes. Donc, en général, quand on veut brasser une bière, on sait déjà vers quel style on va s'orienter, mais on sait pas forcément des spécificités de ce style particulier. Donc, ce que moi je fais personnellement, c'est que d'abord, j'ouvre mon guide BJCP et je vais chercher dans la description du style, dans tous les paragraphes, bon c'est pas non plus énorme, donc dans tous les paragraphes, je vais repérer toutes les mentions qu'on peut faire sur le houblon. Il y a des commentaires en général, et il y a aussi un paragraphe dédié aux ingrédients caractéristiques. Des fois, il mentionne clairement la variété qui va être principalement utilisée pour tel ou tel style, et il y a aussi un dernier paragraphe qui est des comparaisons entre différentes bières d'un même style. Des fois aussi, ça peut apporter quelques éléments sur le choix de tel ou tel ingrédient. Là, c'est une vidéo sur les houblons, mais bien sûr, on peut faire la même chose pour les maltes, la levure. Donc je vais vraiment littéralement noter tout ce que je retrouve, toutes les infos, la moindre petite info que je retrouve sur les houblons, donc l'intensité, les notes qu'on cherche, l'origine si on l'a, donc par exemple là on voyait des exemples sur la saison avec des houblons continentaux, sur l'American IPA avec des houblons américains ou du Nouveau Monde. Voilà, je note vraiment tout, et ça va vraiment me permettre après d'avoir une vision mentale de ce que je recherche, sachant que c'est vrai que ça je l'ai pas vraiment précisé, mais en fait je vais vraiment partir du plus général au départ. Donc pour moi le plus général ça va être vraiment le guide BJCP, même s'il y a des choses très spécifiques, mais c'est quand même assez général, et je vais aller de plus en plus éliminer en fait des options pour arriver au final à mon choix de houblon. Une fois que j'ai pris toutes mes petites notes sur mes houblons, je vais utiliser un site qui s'appelle Beer Analytics. Donc Beer Analytics, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un site qui répertorie plus d'1 million de recettes de bière, principalement de brasseurs amateurs, et en plus de les répertorier, ça va sortir certaines données selon les filtres qu'on met. Donc là, par exemple, ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre le style que j'ai sélectionné, donc le style que je veux brasser, et tout en bas de la page, vous avez un choix de filtre qui est les houblons les plus utilisés. Donc vous allez là-dessus et vous allez avoir une tendance des houblons. Donc en général, il y en a entre 6 et 7, 8 qui vont ressortir. Et ça va être les houblons qui ont été le plus utilisés dans ce style de bière sur un certain nombre d'années. Donc ça nous permet de voir quand même s'il y a une tendance particulière. Ça nous permet peut-être aussi de penser à un houblon, une variété de houblon à laquelle on n'aurait pas forcément pensé. Voilà, ça peut quand même nous donner plus de pistes. Si je veux encore plus affiner ma recherche, ou peut-être rechercher un détail particulier, ou essayer de trouver une info que j'aurais pas trouvée encore jusqu'à ce stade-là, ce que je vais faire, c'est que je vais
m'orienter vers des blogs que moi j'utilise comme référence pour mes recherches. Je vais vous donner 3 sources que j'utilise régulièrement. Donc la première source c'est Beer and Brewing, donc c'est à la base un magazine dédié à la bière, mais ils ont énormément d'articles gratuits et payants, donc ça dépend, mais ils ont même au niveau gratuit, ils ont pas mal de ressources. Et si vous êtes vraiment intéressé, enfin le côté payant, c'est des cours complets sur plein de facettes du brassage de la bière, c'est vraiment super intéressant. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, beerandbrewing.com. Le deuxième site c'est Brew Your Own, et donc là j'ai jamais payé encore, autant Craft Beer and Brewing j'ai le côté payant. Là, je l'ai pas et je suis souvent frustrée parce que quand je cherche un thème précis sur Google, j'ai ce site qui m'apparaît et vous savez, il y a toujours un petit extrait qui apparaît sur Google qui a l'air super intéressant et la plupart du temps, quand je clique dessus, c'est un lien vers un article payant. Donc ça, c'est un peu frustrant. Mais ils ont aussi pas mal de ressources gratuites et à chaque fois, c'est vraiment super intéressant. Donc c'est brewyourown.com. Et enfin, mon dernier exemple, là vraiment orienté pour le houblon, ça va être le blog de Brulosophie. Vous connaissez certainement déjà, donc c'est un blog où l'auteur de ce blog se dédie à expérimenter plein de choses. Alors des fois c'est pour démonter des mythes ou pas, des fois c'est pour expérimenter, je sais pas, l'impact d'un malt ou quoi ou qu'est-ce. Et il a toute une série qui s'appelle Hop Chronicle, donc les chroniques du houblon, où il va faire des single hop de plein de variétés différentes, et ça va permettre justement de sortir un petit peu des définitions des fois un peu figées de chaque houblon. Là c'est vraiment selon ses perceptions à lui, et des fois, et la plupart du temps aussi d'autres brasseurs, parce que souvent il fait des tests triangulaires où il va avoir plein de brasseurs qui vont tester avec lui le résultat de ses bières. Donc c'est super intéressant, ça s'appelle brulosophie.com. Ok, donc là on est, comme je vous disais, du général au plus concret. Là on arrive vraiment dans des choses très concrètes. Un autre type de ressources que j'aime bien aussi parfois exploiter, c'est aller farfouiller dans les recettes d'autres brasseurs, donc que ce soit par exemple sur Littlebox ou sur Brewer's Friend, donc qui sont deux sites pour créer ses propres recettes. C'est intéressant surtout quand le brasseur va mettre sa perception, peut-être ses ajustements pour un futur brassin. Enfin, des fois, ça peut être vraiment très intéressant. Et il y a aussi, bien sûr, des recettes de brasserie. Donc, quand on a accès aux recettes de brasserie, c'est quand même vraiment très, très utile. Je pense notamment à la brasserie Fauve. Tout le monde connaît Fauve, tout le monde connaît la qualité de ses bières, et donc c'est vrai que avoir la chance d'avoir accès à leurs recettes, c'est super intéressant, surtout que en général c'est pas juste la recette, il y a vraiment tout un article où ils vont parler de pourquoi faire ça comme ça, de donner des conseils, etc. Donc voilà, enfin les recettes de Fauve, allez-y, ça peut être vraiment très intéressant. Je vais aussi parfois piocher des informations dans des livres, donc un de mes livres de référence pour les recettes, pour moi, c'est Radical Brewing de Randy Mosher. J'adore son livre, il est vraiment super agréable à lire. Et sinon, là, pour être vraiment plus orienté houblon, il y a bien sûr The New IPA que je citais tout à l'heure de Scott Janisch, où vous allez avoir énormément d'informations qui peuvent vous aider sur l'ajout du houblon, la quantité de houblon, etc. Enfin, il y a vraiment c'est vraiment une mine d'informations. Je vous invite à le lire, il est vraiment très intéressant. Et pour finir, je vais aussi aller farfouiller parfois dans les forums, c'est aussi super intéressant. Enfin, c'est encore une fois ce côté, cette idée de pas être dans des informations figées, mais plutôt dans des ressentis, dans des comptes rendus d'expériences de personnes qui ont testé ceci et cela. Donc avec ça, je pense que j'ai pas mal fait le tour de tout ce que je peux utiliser comme ressources pour choisir ici là, mes houblons. Donc maintenant, on va pouvoir passer à cette petite partie bonus dont je vous parlais au départ. Là, on va voir comment on peut faire pour combiner nos houblons. Bon, déjà, pourquoi c'est important de se demander comment combiner ces houblons? C'est parce que, alors je vous en ai parlé un petit peu tout au long de la vidéo, mais pour moi, l'harmonie, c'est vraiment le maître mot dans une recette de bière pour avoir une bière vraiment bien faite, on va dire. Et donc, dans cette harmonie, on va aussi avoir la combinaison des houblons. Je pense notamment à la première recette de Nipa que j'ai mise sur ma chaîne YouTube,
qui est toujours disponible d'ailleurs si vous voulez aller la voir, mais où j'avais fait une combinaison un petit peu hasardeuse de houblon, et puis au final c'était pas super le résultat, parce que j'étais partie sur du cachemire, du houblon Enigma et du Zappa, et c'est vrai que ces trois houblons séparément, ils sont géniaux, mais ensemble, il y avait trop de goût qui allait dans tous les sens, et c'est vrai que le Zappa en lui-même, par exemple, il y a déjà une palette de notes qui va un peu dans tous les sens, donc tout seul, ça le fait, mais en plus avec d'autres houblons qui sont aussi très intenses, bon, ça le faisait pas. Donc c'est vrai que c'est très important de savoir combiner ces houblons. Pour ça, j'ai plusieurs outils que j'utilise. Le premier que je vais utiliser, c'est le site de Beer Maverick. Beer Maverick, c'est un site qui va proposer plusieurs outils. Le premier que je vais utiliser ici, c'est le Hop Wizard. Donc ça va nous permettre de pouvoir comparer jusqu'à 3 variétés de houblons en même temps, et ça va nous mettre vraiment très graphiquement son profil aromatique. Donc on peut vraiment comparer du coup très facilement le profil aromatique des 3 houblons qu'on aura pu mettre. On peut aussi voir au niveau de leur intensité, et ça nous permet d'avoir une vision un peu plus claire de ce que ça pourrait donner si on les combinait à 3. Le deuxième outil que je vais utiliser, c'est le site de Beer Analytics. Donc là, je vous parlais tout à l'heure du houblon le plus utilisé par style de recette. Ils ont aussi un autre filtre qui est la combinaison de houblons, enfin les combinaisons de houblons les plus utilisées, soit en général avec des houblons, soit par style. Donc là, si je fais un style en particulier, c'est ce filtre que je vais utiliser, et c'est aussi super intéressant parce que plusieurs fois, ça m'a donné des idées de combinaisons auxquelles j'aurais pas forcément pensé, donc ça peut être vraiment très intéressant à utiliser. Ensuite, la troisième ressource qu'on peut utiliser, je pense que ça peut être encore une fois les recettes de brasseurs, les recettes de brasseurs amateurs ou de brasserie. Là, ce qui est intéressant en plus avec les recettes de brasserie, c'est que éventuellement, on peut acheter la canette et goûter même avant d'avoir brassé notre bière, pour se donner une idée de ce que ça donnerait, ces combinaisons spécifiques de houblon. Et ensuite, il y a une étude en particulier qui peut nous aider, c'est l'étude qui a été menée par Yakima Chief, qui s'appelle Survival Compounds. Enfin, ils ont étudié les Survival Compounds, donc les composés survivables. Et c'est toute une étude qui a été menée justement sur quelles huiles essentielles vont être préservées et à quel moment les ajouter pour qu'elles soient préservées au mieux. Donc il y a des houblons qui vont être où on va conseiller de les ajouter plutôt pendant le refroidissement par exemple, et il y a d'autres houblons où on va plutôt les conseiller de les ajouter dans le fermenteur. Et donc l'objectif de cette étude, c'est justement de voir comment utiliser au mieux ces informations pour utiliser au mieux les huiles essentielles. Et il y a une page dédiée sur comment combiner les houblons et créer des combinaisons les plus harmonieuses et les plus dynamiques possibles. C'est vrai que ce document de Yakima Chief Survival Compounds, il est très complet et assez technique quand même sur certains points. L'allemand a fait d'ailleurs ce même type d'études, et bon, personnellement, je trouve que c'est peut-être plus facile à utiliser parce que là, ils ont vraiment mis toutes les infos dans un tableau où on va retrouver, selon le type d'ajout, selon même le type de notes qu'on veut. Par exemple, là, on a les notes florales, les notes citriques, etc. Quel houblon ajouter à quel moment du brassin. Donc c'est vraiment, je trouve, les informations condensées et peut-être plus facile à utiliser. Dans tous les cas, je mets toutes les infos dans la barre d'infos, donc tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez vous-même aller explorer ces documents. Maintenant qu'on a parlé des combinaisons, maintenant on va s'intéresser aux substituts de nos houblons. Donc comment trouver un substitut à une variété de houblons? En général, si vous allez par exemple faire une recherche d'un houblon spécifique sur un site de brassage, vous allez forcément retrouver différentes options de substituts, et en général ces substituts, ils sont tirés de The Hop List, donc qui est un site et un livre d'ailleurs qui répertorie la plupart des variétés de houblon avec des généralités sur chaque houblon, etc. Donc il est en anglais. Ces mêmes informations, elles existent aussi en français sur un site qui s'appelle Liste Houblon, donc je vous invite à aller y faire un tour, je vous mets le lien en barre d'infos. Je trouve que c'est très intéressant, mais c'est peut-être des infos un peu générales, on va dire. Moi j'aime bien contrebalancer ces informations avec, encore une fois, le site Beer Maverick. Là concrètement, vous recherchez une variété et on va avoir
des substituts, mais selon différents critères. On a la première colonne qui va reprendre un petit peu les mêmes substituts qu'on peut retrouver sur tous les autres sites, mais le cadre de droite qui va reprendre 3 colonnes, là on peut vraiment trouver un substitut selon si on cherche les arômes de ce houblon, selon si on cherche l'amertume ou une combinaison des deux, et ça va nous donner même un pourcentage de ressemblance avec le houblon qu'on cherche à substituer. Donc si on regarde un peu plus bas dans les informations qu'ils donnent, ils indiquent que si le pourcentage est en dessous de 98, c'est que ce sera pas si semblable à 100% que ça, on va dire, mais si c'est au-dessus de 98, c'est que on est vraiment très 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 proche du houblon qu'on va substituer, donc je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que ça nous permet aussi de découvrir peut-être même des variétés auxquelles on n'aurait pas pensé autrement. Ok, donc cette partie bonus termine cette vidéo, j'espère que elle aura pu vous aider, vous inspirer à chercher vous-même votre propre sélection de houblons et à savoir quand les ajouter, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous faites, est-ce que vous avez votre propre méthode et quelle est-elle si c'est le cas. Et moi je vous dis merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.